On y est. Voilà la vidéo que vous me réclamez depuis quelques temps, on va enfin classer les poids légers et vous allez pouvoir vous donner à cœur joie de me défoncer dans les commentaires. La raison pour laquelle cette vidéo est aussi attendue, c'est parce que la question des poids légers déchaîne les passions. Il y a énormément de moins de 70 kg de très haut niveau et surtout, il est très difficile de faire une hiérarchie qui ne sera pas contestée. J'ai longtemps tergiversé devant mon classement, inversé des combattants et débattu avec moi-même avant de tomber sur un top 15 avec lequel je me sens confiant et que je suis prêt à défendre. Une chose qui m'a marqué lorsque je l'ai établi, c'est sa modernité. Finalement, à part quelques exceptions, la catégorie des poids légers a connu ses meilleures heures à l'ère moderne de l'UFC et cela m'a permis d'avoir une nouvelle perspective sur la qualité actuelle de la division que je savais fournie mais qui est en réalité peut-être même l'âge d'or du MMA dans sa globalité. C'est un autre débat bien sûr, mais si on prend les 5 dernières années des moins de 70 kg, c'est assez époustouflant de qualité et de densité. Et pour cette fois-ci, l'ère dans laquelle les combattants ont concouru est extrêmement importante. Préparez vos commentaires les plus incisifs et vos argumentaires le plus aiguisés car vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà les 15 plus grands poids légers de l'histoire du MMA. Numéro 15, Gilbert Melendez. Comme d'habitude, la 15e place est celle qui élimine tous les autres combattants. Gilbert Melendez ouvre la liste et honnêtement, il est à une victoire controversée près de se trouver beaucoup plus haut dans le classement. Pour contexte, Gilbert Melendez est un ancien champion des poids légers du WEC et du Strikeforce. C'est dans cette dernière organisation qu'il a connu ses meilleures heures, remportant 2 fois la ceinture et accumulant 4 défenses de titre, le record de la promotion dans son intégralité. À cette époque-là, il n'est pas tout à fait clair que la division des poids légers soit véritablement la meilleure du monde. Il faut dire qu'on est un peu dans le creux de la vague des moins de 70 kg et la fusion des deux promotions en 2013 va amener un vrai vent de fraîcheur à la catégorie. Pour l'occasion, une unification de titres est prévue entre Gilbert Melendez et Benson Anderson pour couronner le tout meilleur poids léger du monde. Benson remporte une décision partagée assez controversée et Gilbert ne deviendra jamais champion de la promotion. Il peut se consoler avec son incroyable combat contre Diego Sanchez lors de l'UFC 66 qui est l'un des meilleurs de l'histoire du sport à mon sens. Il se fera rattraper par la patrouille en 2015 pour l'usage de stéroïdes et après son retour de suspension, il ne sera plus jamais le même. Il aura cependant laissé une belle trace et son passage au Strikeforce est légendaire. Il a notamment battu Josh Thompson 2 fois, Shinya Aoki, Jorge Masvidal ou encore Clay Guida. Numéro 14, Anthony Pettis. C'est une carrière bien étrange que celle du Showtime. Anthony Pettis devait être la prochaine sensation du MMA et l'UFC l'a mis en avant comme peu d'athlètes. L'ancien champion du WEC a soumis son rival Benson Anderson lors de l'UFC 164 pour devenir champion des poids légers et il semblait alors qu'il allait s'envoler vers la stratosphère. Il reçoit une poussée marketing très importante et aura même l'honneur de figurer sur une boîte de céréales Wheaties. Ce n'est pas une marque avec laquelle nous sommes très familiers en Europe, mais c'est un vrai prestige pour un athlète américain. Et puis, alors qu'elle n'est même pas encore commercialisée, Anthony perd sa ceinture à la surprise générale contre Rafael Dos Anjos lors de l'UFC 185. Et tout d'un coup, la situation devient un petit peu gênante. Après 2 défaites supplémentaires, on n'a pas pu s'empêcher de penser que l'UFC avait un peu misé sur le mauvais cheval. Anthony change d'ailleurs de catégorie de poids et il concourra entre la catégorie des poids plumes et celle des poids welter. Il n'a jamais été en perdition et a continué à rencontrer un certain succès, mais il semble que la pression médiatique lui ait un peu pesé dessus. Cependant, lorsqu'il était au mieux, Pettis était un véritable tueur, capable de changer de garde en fonction de son opposition. Il est bien sûr réputé pour sa variété de kicks, dont le plus connu de tous, qu'il a planté au WEC contre Benson Anderson. Son anglaise est très sous-cotée et au fil du temps, il a incorporé une belle lutte à son arsenal qui accompagne à merveille un sol très dynamique. Le problème majeur d'Anthony est de son propre aveu, sa rigueur à l'entraînement. Malgré une vitesse et une durabilité hors norme, il n'a jamais vraiment capitalisé sur ses avantages physiques initiaux et a probablement payé un peu sa nonchalance. Numéro 13, Shinya Aoki. Shinya Aoki est le seul combattant de cette liste à n'avoir jamais été à l'UFC. Le japonais est une véritable légende qui combat depuis 2003 et parvient toujours à performer de nos jours au One Championship. Shinya a une carrière très particulière car il a presque exclusivement combattu au Japon et a choisi d'y rester malgré plusieurs offres de l'UFC. Il a toujours insisté sur l'importance qu'a pour lui le fait de rendre l'appareil aux fans japonais qui l'ont toujours soutenu et aux organisations nippones qui ont toujours pris soin de lui. De ce fait, il a littéralement traversé l'histoire du MMA asiatique, concourant au Shooto, puis au Pride, puis au Dream et enfin au Rising et au One Championship. Il a d'ailleurs remporté une ceinture dans presque chaque organisation dans laquelle il a combattu, battant notamment Joachim Hansen pour devenir champion du Dream ou encore Eddie Alvarez au Phil Dynamite en 2008. En 60 combats professionnels, Shinya a battu un nombre de légendes du sport assez impressionnant et plus que ses prouesses sportives, c'est son attitude qui a séduit le Japon. Shinya est un introverti de nature qui prend vie dans le ring, c'est un performeur, un vrai avec toutes les controverses que ça a pu lui apporter. On se rappelle bien sûr notamment de son célèbre doigt d'honneur après avoir cassé le bras de Mizuto Hirota. Les deux hommes avaient eu des échanges musclés à l'approche du combat qui se sont assez fidèlement retranscrits dans le ring. Évidemment, Aoki est également réputé pour être un combattant quelque peu unidimensionnel. Difficile de contredire ses affirmations, Aoki est certes un maître du sol, mais il a toujours pêché sur les pieds. Même s'il reste un relatif anonyme pour le grand public occidental, pour d'autres, il est le dernier vestige d'une autre époque et d'une autre vision du MMA. Numéro 12, Takanori Gomi.
Takanori Gomi est le seul champion des poids légers de l'histoire du Pride, une ceinture qu'il a remportée en devenant le seul et unique vainqueur d'un Grand Prix du Pride chez les poids légers en battant le légendaire Hayato Sakurai en finale. À ce moment-là, il en était déjà à une trentaine de combats professionnels et il était déjà assez globalement considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur poids léger de la planète. Lorsqu'il a rejoint l'UFC 5 ans plus tard, il n'était plus que l'ombre de lui-même et n'a pas franchement réussi à passer le pas. Surtout, un peu comme lorsque son compatriote Shinya Aoki s'était essayé au Strikeforce, on a senti que la cage était un vrai problème pour Gomi. C'est une thématique qui est peu souvent évoquée, mais passer d'un ring à une cage pour combattre entraîne son lot de difficultés d'adaptation. Quoi qu'il en soit, Gomi n'est pas parvenu à performer à l'UFC, mais il y était déjà arrivé avec un palmarès extrêmement dense et une carrière légendaire, combinant une très bonne défense de lutte avec une boxe très agressive. Takanori nous a offert quelques KO légendaires et son combat contre Tatsuya Kawajiri au Pride Bushido 9 en 2005 est absolument fantastique. Numéro 11, Rafael dos Anjos. Je ne pense pas que grand monde aurait pensé que Rafael dos Anjos devienne champion du monde un jour, et quoi qu'on en pense, il n'était pas vraiment le meilleur poids léger du monde lorsqu'il a remporté la ceinture de l'UFC. Je ne veux pas réécrire l'histoire, mais Khabib était blessé presque toute l'année 2015, mais comme cela a souvent été le cas tout au long de sa carrière, Rafael a prouvé que tout le monde avait tort en remportant une large décision unanime lors de l'UFC 185. Il a ensuite joué d'un peu de malchance en loupant l'opportunité d'affronter Conor McGregor à cause d'une blessure. Autant dire qu'un combat contre l'Irlandais aurait rapporté gros, sûrement plus que sa perte de titre lors d'un obscur Fight Night contre Eddie Alvarez. Si je devais décrire la suite de la carrière de dos Anjos, je dirais qu'il est une valeur sûre et qu'il offre toujours un niveau de performance de classe mondiale. À 39 ans, il est toujours aux portes du top 10 de sa catégorie et il ne démérite pas ces dernières années. Certes, il a lui-même indiqué qu'il ne combattait plus pour devenir champion, mais il est tout de même toujours un combattant d'élite. Le mot d'ordre avec Rafael, c'est la pression. Il met la pression sur les pieds, il met la pression au sol et son volume lui permet d'ailleurs de compenser son manque de KO power. Cette pression lui permet d'ailleurs de cacher qu'il est parfois un peu friable défensivement. Avec 34 combats à l'UFC, Rafael a une carrière complète et lors de l'UFC 299, il a l'occasion de faire un bond dans le classement contre le Polonais Mateusz Gamrot. Numéro 10, Tony Ferguson. Je ne sais pas vraiment ce que je peux dire de plus sur Tony Ferguson qui n'a pas déjà été dit sur cette chaîne. Sa carrière est parfaitement divisible en deux bouts, son ascension formidable et sa chute interminable. Justin Gaethje a brisé la série de 12 victoires dès le coup cuit et avec, il lui a presque pris un bout de son âme. Mais même si cela semble difficile à concevoir pour certains fans plus récents, la première partie de la carrière de Tony était exceptionnelle. Tony a son propre style de combat et une attitude bien singulière qui ont fait de lui un favori de la foule. Sa force mentale et physique lui aura permis de ne jamais ralentir car même lorsqu'il prend des dégâts, Tony continue d'être agressif et c'est cette capacité à recevoir et à donner qui a fait de lui l'un des combattants les plus terrifiants du roster. Naturellement, il a participé à de superbes guerres, notamment son combat contre Anthony Pettis lors de l'UFC 229 qui est absolument fantastique. Il a un long corps pour un poids léger, ce qui l'aide bien à gérer sa portée et son travail offensif en clinch. Évidemment, sa carrière est aussi marquée par sa saga de combats loupés contre Khabib, mais Tony a tout de même remporté une ceinture intérimaire contre Kevin Lee et aurait probablement pu être le champion incontesté si l'UFC n'avait pas bloqué la catégorie avec Conor. Je le répète une énième fois, mais j'aimerais que Tony arrête de combattre en 2024, il ne redeviendra jamais le combattant qu'il fut et il est déjà un grand monsieur de ce sport, il n'a plus rien à prouver à personne. Numéro 9, Justin Gaethje. Si j'étais un petit peu plus suspicieux, je dirais que Justin Gaethje a probablement été forgé dans de l'acier trempé. The Highlight est peut-être le combattant le plus divertissant de l'histoire du sport. En tout cas, il nous a toujours fourni le divertissement promis. Dès son arrivée à l'UFC, Justin joue les premiers rôles. Il faut dire qu'il a signé en étant invaincu après 17 combats et une carrière exceptionnelle au World Series of Fighting, l'ancêtre du PFL. Pour sa première apparition contre Michael Johnson, il propose le combat de l'année, une assez bonne représentation de ce à quoi les fans vont avoir droit tout au long de sa carrière. Mais Justin n'est pas juste un barbare sanguinaire, c'est aussi et surtout un combattant exceptionnel. Ces combats sont non seulement des tests d'endurance et de résistance, mais surtout l'occasion pour lui de montrer sa large palette de striking et sa puissance titanesque. Comme l'a très bien résumé Khabib, ce mec frappe comme un camion. De par son style et son attitude, on aurait tendance à trop rapidement considérer que Gaethje est un simplet avec une grosse patate, mais il y a beaucoup plus de subtilité à son style que ça, surtout ces dernières années. Ce qu'on voit de Gaethje ces derniers temps, c'est beaucoup plus de patience et de contre que lors de ses débuts. Aussi, sa capacité à changer de garde pour générer beaucoup plus de puissance est très sous-cotée. Évidemment, Justin est un ancien champion intérimaire et l'actuel champion BMF, et tout ce qui lui manque, c'est une ceinture incontestée. En cas de victoire contre Max Holloway lors de l'UFC 300, il devrait vraisemblablement obtenir une chance à la ceinture dans le futur. Mais même sans titre incontesté, Justin est un acteur majeur de l'ère des poids légers la plus dense de l'histoire, et c'est déjà extrêmement impressionnant. Numéro 8, Frankie Edgar. Il est l'heure de parler du premier Hall of Famer de l'année 2024, Frankie Edgar. L'histoire de The Answer est celle de l'éternel outsider. Considéré comme trop petit et trop frêle pour les moins de 70 kg, Frankie a fait taire les critiques en devenant champion du monde et en défendant plusieurs fois sa ceinture. Edgar est un cas particulier puisqu'il n'a combattu chez les poids légers que lors de la première moitié de sa carrière, mais ses accomplissements sont trop concrets pour que je ne le place plus bas dans cette liste. Avec des victoires contre Spencer Fisher, Sean Sher, Gray Maynard et BJ Penn, il a véritablement battu tous les meilleurs combattants de sa génération et ça me regarde, mais selon moi, il aurait vraiment
vraiment dû récupérer son titre lors de l'UFC 150. Sa défaite par décision contre Benson Henderson est une vraie curiosité, et quel que soit l'angle par lequel je regarde ce combat, je ne m'explique toujours pas la décision des juges. Ce qui a rendu Frankie Edgar si spécial selon moi, c'est sa capacité à changer de rythme. En striking, il se déplace latéralement pour trouver de bons angles d'attaque, et son jab lui permet de mettre en place à la fois sa lutte ou alors de très rapides combinaisons. La menace vient vraiment de partout lorsqu'Edgar combat, et son style s'est avéré très difficile à déchiffrer pour beaucoup de combattants. Il a incorporé de plus en plus de kicks au fil de sa carrière, mais il n'était déjà plus chez les poids légers, donc pas sûr que cela compte vraiment. Je ne vais pas mentir, Frankie gagne immédiatement des points de sympathie pour moi car il était l'outsider par excellence. Personne ne pensait qu'il pourrait battre BJ Penn, personne ne pensait qu'il pourrait battre Gray Maynard, et pourtant, Frankie a toujours renversé les cotes et les attentes du public. C'est un combattant d'exception qui est resté compétitif pendant très longtemps et il mérite vraiment sa place dans le panthéon du sport. Numéro 7, Benson Henderson. J'ai un vrai problème avec Benson Henderson. J'adore le voir combattre et il m'est extrêmement sympathique, mais il s'est retrouvé du bon côté de tellement de décisions litigieuses que ça en est presque risible. Pour ce qui est de son palmarès, soyons bien clairs, il est indéniablement exceptionnel. Ancien champion du WEC et de l'UFC, il a battu énormément de gros noms et il est sans aucun doute l'un des meilleurs poids légers de l'histoire. Une fois que cela est dit, il aurait dû perdre contre Frankie Edgar à l'UFC 150, il aurait dû perdre contre Gilbert Melendez en 2013 et contre Thompson l'année suivante. Ce n'est pas pour contester la qualité de sa carrière que je dis ça, mais simplement parce que ce sont des combats extrêmement importants et que c'est impossible de ne pas y songer lorsqu'on pense à lui. Une fois que ça est dit, et parce que je ne veux pas donner l'impression que je tape sur Benson sans lui donner le crédit qu'il mérite, il a un CV long comme le bras et une liste d'accomplissements qui dépasse l'entendement. Je vous encourage tout d'abord à regarder certains de ses combats parce que son style est fantastique. Son combat contre Frankie Edgar à l'UFC 144, son combat contre Anthony Pettis au WEC 53 et son combat contre Donald Cerrone au WEC 43 valent tous le détour. Évidemment, Benson est surtout réputé pour ses kicks, ce qui n'est pas très surprenant venant d'un expert du taekwondo. Surtout, ce sont ses feintes et ses changements de direction en kick qui surprennent et il est souvent crédité comme étant le combattant qui a popularisé les kicks au mollet qui font désormais partie de l'arsenal de presque tous les combattants. Il n'est pas limité à cela bien sûr et c'est aussi un excellent jujitsuka qui a un assez bon palmarès en compétition de ce côté-là aussi. Il a mis un terme à sa carrière en MMA l'année dernière après une défaite au Bellator 292 contre Ousmane Nurmagomedov et même si j'ai glissé quelques zones d'ombre sur ses accomplissements, il est l'un des meilleurs de tous les temps sans aucune contestation possible. Numéro 6, Eddie Alvarez. Je pense qu'Eddie Alvarez est l'un des combattants les plus sous-cotés de l'histoire du MMA. La meilleure façon que j'aurais de décrire Eddie est que dans une discipline qui a toujours semblé très orientée vers l'UFC et ses combattants, il a toujours représenté une forme de liberté. Évidemment, il a fini par signer à l'UFC et y concourir, mais pendant longtemps, Eddie a navigué entre le Bellator et le Dream en construisant son nom et sa réputation d'être l'un des combattants les plus divertissants de la planète. Car ce qui définit le style d'Eddie, c'est sa brutalité. C'est un peu un thème chez certains poids légers d'ailleurs, et Alvarez n'y fait pas exception. Sa carrière est remplie de combats sensationnels aux quatre coins du monde et de véritables bains de sang. Son combat contre Michael Chandler lors du Bellator 58 vaut vraiment le détour et il est d'ailleurs disponible gratuitement sur YouTube pour ceux que ça intéresse. C'est évidemment en signant à l'UFC qu'il a eu le rayonnement qu'il méritait et même s'il a un peu adouci son style dans la promotion, il est tout de même parvenu à devenir champion du monde en battant Rafael dos Anjos. Il est trop souvent oublié parce qu'il a perdu sa ceinture contre Conor et a été éclipsé par l'importance de la victoire de l'Irlandais lors de l'UFC 205, mais Eddie Alvarez était déjà un combattant accompli à ce moment-là, avec des victoires contre Gilbert Melendez, Anthony Pettis, Michael Chandler ou encore Justin Gaethje. Eddie a un CV long comme le bras, une carrière pleine qui a même débordé sur un court passage en bare knuckle et un combat d'anthologie contre Chad Mendes. Numéro 5, Dustin Poirier. Dustin Poirier est-il le meilleur combattant de l'histoire de l'UFC à n'avoir jamais remporté une ceinture incontestée? Il est dans le débat en tout cas, mais ceinture incontestée ou pas, son CV est absolument titanesque. C'est simple, cela fait des années qu'il est dans le haut du classement de la catégorie et à part sa défaite contre Justin Gaethje il y a quelques mois, il n'a perdu que contre des champions du monde depuis 2016. Anthony Pettis, Justin Gaethje, Eddie Alvarez, Max Holloway, Conor McGregor et Michael Chandler, ils sont tous passés au fil de l'épée et souvent avec style. Évidemment, sa rivalité avec Conor l'a propulsé à un très haut niveau de popularité, mais Dustin était déjà reconnu comme l'un des tout meilleurs du monde avant ça. Il a rencontré le même problème que Justin Gaethje, à savoir qu'ils sont les contemporains des 3 meilleurs poids légers de l'histoire et qu'il leur a été impossible de toucher la ceinture jusque-là. Évidemment, sa défaite lors de l'UFC 291 marque un vrai coup d'arrêt pour Poirier, qui aura la dure tâche d'affronter l'étoile montante Benoît Saint-Denis en mars. Je sais que c'est particulier de retrouver quelqu'un qui n'a jamais été champion du monde aussi haut, mais il faut comprendre que Dustin concourt dans la division la plus compétitive du MMA, à son époque la plus compétitive. C'est bien sûr son anglaise qui est sa force première. Dustin Poirier
est considéré comme l'un des meilleurs boxeurs de l'UFC et il a une capacité assez phénoménale à forcer ses adversaires à rester sur la défensive en pied-point et à presque se recroqueviller. Et même si Islam Makhachev s'est un peu moqué de sa ceinture noire de Jiu-Jitsu, Dustin a un sol très efficace et il a soumis plusieurs adversaires, même si souvent c'était après les avoir tabassés pendant plusieurs rounds. Dustin est un combattant exceptionnel qui a peut-être vu sa dernière chance d'être champion incontesté partir en fumée l'année dernière, mais il reste un athlète extrêmement dangereux et ce ne sera pas une mince affaire pour Benoît. Numéro 4, BJ Penn. BJ Penn a beaucoup voyagé dans mon classement, mais il atterrit finalement à la 4e place. Si j'ai beaucoup hésité pour le placer, vous vous doutez bien que c'est à cause de sa fin de carrière. Aussi prodigieux fut BJ Penn lors de ses débuts à l'UFC, il a eu beaucoup de mal une fois qu'il a perdu sa ceinture, et la fin de sa carrière est très douloureuse. L'autre problème massif que j'ai eu en classant l'Hawaïen, c'est qu'il s'est aventuré entre plusieurs catégories, ce qui n'aide pas à démêler son cas. Mais une fois qu'on regarde d'un peu plus près, force est de constater que BJ n'a pas usurpé la réputation qu'il a accompagnée à ses débuts. Au balbutiement de sa carrière, il était déjà l'un des tout meilleurs du monde et ce sentiment s'est rapidement confirmé. Après avoir été en finale du tournoi de l'UFC 4, avoir battu Takanori Gomi en 2003 et s'être aventuré chez les poids welter, BJ fait son retour en moins de 70 kg pour devenir champion du monde. Il défendra sa ceinture 3 fois de suite, ce qui est toujours le record actuellement, avant de la perdre contre Frankie Edgar dans un combat très contesté. Évidemment, il a aussi battu Matthews pour la ceinture des poids welter et combattu en mi-lourd contre Lyoto Machida, et même si cela ne compte pas dans le classement, cela permet d'un peu plus comprendre qui était véritablement BJ Penn. À une époque, il était véritablement un cran au-dessus de tous les autres et c'est difficile de le placer quelque part car il semble presque anachronique au milieu du reste des combattants, mais je me sentirais coupable de le mettre plus bas. Numéro 3, Islam Makhachev. On va rentrer doucement dans les combattants qui vont réveiller les commentaires avec Islam Makhachev. L'actuel champion des poids légers n'a peut-être pas encore nettoyé sa division, mais le début de son règne est plutôt impressionnant. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas fans du fait qu'il ait affronté 2 fois Alexander Volkanovski au lieu de poids léger, mais ce n'est pas de sa faute si Charles Oliveira a dû se retirer de leur combat de l'UFC 294. Actuellement, Islam est non seulement champion, mais il reste sur une série de 13 victoires à l'UFC, ce qui le place en très bonne compagnie parmi l'élite du MMA. Évidemment, il était l'héritier annoncé de Khabib, et lorsqu'il a battu Charles Oliveira, il a mis fin à l'un des règnes les plus tenaces de l'histoire de la division. Malgré les circonstances, il est devenu le premier homme à battre Volkanovski à l'UFC, puis le premier homme à le finir à l'UFC quelques mois plus tard. Il attend son prochain challenger qui devrait être décidé lors de l'UFC 300, mais ce qui est certain, c'est qu'il a l'air d'être solidement installé au sommet chez les moins de 70 kg. À seulement 32 ans, il pourrait être celui qui brise enfin la limite de 3 défenses de titre qui semble être le standard des poids légers depuis le début de la promotion. Je n'oserais pas appeler Islam le combattant ultime, mais je dois dire qu'il est désormais dangereux dans tous les aspects du MMA. Si je devais parier, je dirais que lorsqu'il rangera les gants, il se trouvera sûrement tout en haut de cette liste, mais pour le moment, son CV manque un peu d'adversaires de très haut niveau pour que je le place plus haut que ça. Numéro 2, Charles Oliveira. Cela fait bientôt 14 ans que Charles Oliveira est à l'UFC, et vu le début de sa carrière, personne n'aurait pu imaginer qu'il deviendra ce qu'il est devenu. Charles avait la réputation d'abandonner lorsque cela devenait trop dur, et pendant longtemps, on a cru qu'il resterait un combattant solide sans trop de relief. Mais en 2018, il a entamé une série de 11 victoires consécutives durant laquelle il a notamment battu Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier ou encore Justin Gaethje, une succession de victoires phénoménales qui lui a permis de devenir champion du monde et d'être reconnu comme l'un des tout meilleurs de l'histoire. Surtout, il est devenu une véritable star grâce à son histoire très touchante et à son style explosif. Digne hérité du shoot au box, Charles combat comme un berserker et il ne recule jamais. Ce style extrêmement risqué a porté ses fruits pour le Brésilien qui a prouvé qu'il n'abandonnait plus lorsque ça devenait dur et qu'il faisait désormais plier son opposition. Actuellement, il est en reconquête de la ceinture de champion et avec une victoire contre Arman Tsarukyan lors de l'UFC 300, il devra sûrement obtenir une revanche contre Islam Makhachev. Ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi à se faire bâtir un palmarès absolument démentiel dans une ère extrêmement dense et contre une opposition incroyable. Charles Oliveira est un très grand monsieur du MMA et qui sait, il a peut-être un dernier run de champion en lui. Numéro 1, Khabib Nurmagomedov. Le suspense était un petit peu mort, je le confesse, mais Khabib est toujours, selon moi, le plus grand poids léger de l'histoire du MMA. 13 combats à l'UFC, 13 victoires, il n'a jamais été mis en danger et a battu des combattants tels que Conor McGregor, Justin Gaethje ou encore Dustin Poirier. Khabib est un combattant qui reçoit beaucoup de critiques et je vais évidemment parler des sujets épineux, le niveau général de son opposition et sa retraite. Oui, c'est un fait, Khabib n'a pas affronté très longtemps le haut du panier mondial et sincèrement, il n'a battu qu'une poignée de combattants qui resteront gravés dans la mémoire collective. Cela étant dit, il a affronter ce qui se faisait de mieux à l'époque. Honnêtement, ces deux seuls contemporains qui manquent à son CV sont peut-être Tony Ferguson et Charles Oliveira. Pour le premier, ce n'est pas faute d'avoir essayé, et pour le deuxième, c'est vraiment un combat que j'aurais adoré voir. La raison pour laquelle Khabib est toujours le plus grand poids léger de l'histoire, c'est qu'il était invincible, ou qu'il semblait l'être du moins. Je crois que dans la conversation de tous les combattants au global, il souffre un peu du manque de profondeur de son CV, mais chez les poids légers, la catégorie est tellement dense et la hiérarchie a toujours changé si vite que personne n'a régné sur de longues périodes comme dans d'autres catégories. Si mettre la pression à
un adversaire était défini par un homme, ce serait Khabib. Son grappling n'a que peu d'égal dans l'histoire du sport, et même si sa boxe faisait un peu sourire lors de ses débuts à l'UFC, il est devenu incroyablement efficient avec. Khabib est un dur au mal, ça se voit, ça se sent, il détruit ses adversaires psychologiquement, il les emmène en eau profonde et le pire, c'est que souvent il leur parle en le faisant. Khabib a une aura qui lui est propre, et même s'il y aura peut-être un plus grand poids léger que lui dans le futur, l'importance qu'il a pour le sport et son impact culturel dans le MMA resteront sûrement inégalés pendant longtemps. Voilà la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude, abonnez-vous, likez, si vous commentez et que vous décidez de débattre, c'est toujours avec plaisir, je vous lis, restez respectueux, vous connaissez la logique, vous connaissez maintenant la chanson. Je sais que c'est un sujet qui est un peu contentieux, cette histoire des poids légers, parce qu'il y a tellement de combattants qui sont extrêmement serrés. Là, de la 4e à la 11e place, je dirais, on peut facilement changer les ordres, je dirais. Donc voilà, restez respectueux, n'hésitez pas à débattre entre vous, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au compte TikTok, voilà, je vais mettre le lien en description, rejoignez la chaîne Verdict comme d'habitude, et on se reparle bientôt les mecs, salut tout le monde.